Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode du podcast qui te donne les clés pour vivre ton cycle en toute sérénité. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Angela Santonastaso, qui est nutrithérapeute et micronutritionniste. Bonjour. Bienvenue Angela. Merci beaucoup à vous pour l'invitation. Merci. Je te propose de commencer par te présenter un petit peu, de parler de ton parcours professionnel. Volontiers. Alors, je m'appelle Angela Santonastaso, je suis nutrithérapeute, donc spécialisée en nutrition et micronutrition, et je suis bien entendu d'origine italienne, hein, et puis je suis en Suisse depuis environ 11 ans. J'ai un parcours professionnel assez, différent par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Donc, j'ai travaillé d'abord dans l'industrie agroalimentaire, ça c'était en Italie, et puis ici en Suisse dans l'industrie pharmaceutique. Hein. Donc, j'ai vu un peu les deux côtés, alimentation industrielle et pharma, pour ensuite me dire que voilà, je passe de l'autre côté et puis que je m'occupe plutôt de santé au naturel et donc de nutrition. Voilà. Merci. Ouais, en fait, tu étais déjà un petit peu dans l'alimentation et dans la santé, mais sous d'autres angles. Exactement. Et là, juste pour terminer, actuellement, j'ai mon cabinet à Lausanne. Hein, j'ai vécu quand même pas mal d'années à Lausanne. Et puis, après la naissance de ma fille, on a décidé de déménager à Crans-Montana. Donc, j'ai mon cabinet aussi à Crans-Montana et à Sierre. D'accord. Merci. Vu que c'est un podcast autour du cycle menstruel, la deuxième question que j'aimerais te poser, c'est comment est-ce que tu as vécu toutes ces années et comment tu vis maintenant ton cycle menstruel? Donc, en fait, l'histoire, mon cycle menstruel et moi, ça date, parce que déjà quand j'avais, en fait, 16 et 17 ans, je me souviens que j'étais vraiment dans le déni en fait de mon cycle, donc j'acceptais pas. C'est vrai qu'à l'époque j'étais pas tout à fait consciente des changements qu'il y en a au niveau de nos hormones, etc. Mais j'avais des règles très très douloureuses. Sans raison apparente. Donc, le gynécologue ne s'expliquait pas. Et puis, à l'époque, bien entendu, le remède miracle, c'était la pilule. Donc, j'ai commencé, en fait, à prendre une pilule pour, justement, pouvoir avoir mes règles, disons comme ça, un peu plus tranquillement. Donc, c'est un peu comme j'ai mis sur le tapis le problème. Et puis, des années après, donc quand j'avais environ 28-30 ans, je me suis quand même commencé à me poser des questions. Donc, j'ai décidé d'arrêter justement la pilule. Et puis, hop, comme par magie, ce problème était toujours là. Et donc, ça m'a obligée quand même à m'en occuper. Et c'est à partir de ce moment que je me suis intéressée justement à mon hygiène de vie, à la nutrition, à qu'est-ce que pouvait être la cause de ces douleurs. Et puis aujourd'hui, je suis une femme apaisée, donc ça a marché, au moins pour moi. Mais c'est effectivement, il y a eu un peu un conflit au début, et puis aujourd'hui, je me dis, mais zut, dommage que j'ai pas eu toute cette connaissance à l'époque, parce que j'aurais pu vivre effectivement ma féminité d'une manière différente. Mmh. Oui, merci pour ce partage et puis pour le petit rappel aussi que alors c'est pas d'être pour ou contre les contraceptions hormonales, mais utiliser une contraception hormonale pour cacher ou supprimer les désagréments du cycle, c'est pas forcément la bonne solution parce que ça les supprime pas en fait. Tout à fait. Donc c'est juste en fait encore une fois, est-ce qu'on veut attaquer le symptôme, est-ce qu'on veut attaquer la manifestation d'un déséquilibre, est-ce qu'on veut juste supprimer, cacher sous le tapis la poussière? Ou bien est-ce qu'on veut essayer de résoudre un peu à l'origine, d'aller voir la racine en fait du problème, la cause ou les causes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, pour effectivement aller agir un peu plus en profondeur. Donc oui, merci pour ça, mais c'est important de le dire. Et du coup, le domaine de la santé est quand même assez vaste. Donc, pourquoi as-tu choisi la nutrition? Et puis aussi, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous faire une petite explication de la différence entre la macronutrition, la micronutrition, la nutrithérapie, la diététique? Il existe beaucoup de termes là autour. C'est vrai, tout à fait. Donc, pourquoi j'ai choisi la nutrition? Alors, il faut dire que aussi, dans mon enfance, j'étais très liée à cette histoire de la nourriture parce que j'ai eu la chance de grandir à la campagne avec mes grands-parents. Mes grands-parents, ils ont fait quand même la guerre en Italie, donc ils ont vécu la faim aussi. Donc, il y a tout un contexte aussi familière, disons comme ça, qui m'a quand même rapproché beaucoup de la nourriture et puis surtout d'aller chercher une nourriture saine, authentique. Et c'est ça aussi que je cherche de transmettre à mes patients. C'est-à-dire, avant d'avoir toutes sortes de discussions autour de la nourriture, pour moi, la question clé est: est-ce que vous êtes en train de manger de la vraie nourriture?
Ça, c'est la première chose. Hein. Et pas de transformation industrielle, comme on va voir que c'est le cas. Et donc ça, je dois dire merci à mon histoire personnelle parce que m'a vraiment permis d'être en contact avec cette réalité très importante pour moi. Et puis, la nutrition, pourquoi? Parce que tout d'un coup, voilà, quand je me suis intéressée à ces fameuses douleurs de règles, en fait, tout d'un coup, j'ai réalisé que avec mes habitudes alimentaires, j'étais quand même en train un peu de m'enflammer, disons comme ça. Et donc, en fait, ma réflexion pour essayer de trouver une solution est partie de la nourriture. Et quand j'ai vu l'impact que le changement alimentaire a eu sur ma problématique de santé liée aux douleurs, hein, cette fois-ci, j'ai décidé en fait d'en faire mon métier parce que je voulais transmettre le message aux autres. C'est pas vrai qu'on peut rien faire avec l'alimentation, c'est pas vrai qu'on peut bouffer n'importe quoi et puis de toute façon c'est la génétique. Non, c'est pas ça. Nous avons le pouvoir de changer nos habitudes et puis par conséquent, d'avoir un impact très important sur notre santé, voire parfois de résoudre des problématiques de santé qui apparemment semblent sans solution. Oui, et puis pour les personnes qui veulent avoir des enfants, aussi, ça va permettre de transmettre une santé qui part déjà d'une meilleure base à la génération suivante. Ça, c'est fondamental. Et puis là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais voilà, je viens de donner une conférence sur le microbiote, donc je saute sur le sujet. Donc, si on voit maintenant toute l'histoire du microbiote intestinal, comment va se transmettre justement de la maman au nouveau-né, et quelles sont aussi les répercussions santé sur le long terme pour le nouveau-né s'il y a des perturbations, on comprend toute la pertinence d'un suivi nutritionnel déjà. Déjà à partir de l'idée d'avoir des enfants pour justement préparer son propre terrain à la grossesse et puis à la suite. Donc, c'est très, très important. Tout à fait. Merci. Et du coup, pour cette petite différence de vocabulaire. Voilà, la différence de vocabulaire. Donc, c'est tout simple, en fait. Donc, souvent, on trouve ce terme de macronutrition. Donc, là, on fait référence un peu aux macronutriments. Donc, qu'est-ce qu'ils sont? C'est justement les protéines, les lipides et les glucides. Et donc, en fait, on va s'intéresser plutôt à l'aspect énergétique, c'est-à-dire des macronutriments qu'on consomme et puis qui nous donnent de l'énergie. C'est les nutriments à partir desquels notre corps tire l'énergie. Ils ont cet effet carburant. Alors que quand on parle de micronutrition, on s'intéresse pas forcément au niveau énergie, calories et compagnie, mais on s'intéresse plutôt aux micronutriments, c'est-à-dire vitamines, minéraux, acides aminés, acides gras, fibres. Donc, c'est toutes petites composantes, disons, de la nourriture qu'on mange, mais qui peuvent avoir un effet fonctionnel. Qu'est-ce que ça veut dire un impact fonctionnel? C'est-à-dire qu'ils peuvent impacter le fonctionnement de notre corps. Je vous fais un exemple assez courant, comme ça vous pouvez tout de suite comprendre, le fer. On sait très bien que quand on est au manque de fer, on n'est pas bien. Et pourtant, on mange, on a nos calories, Donc, c'est un problème qu'on doit plutôt situer au niveau de micronutriments et de l'impact qu'ils ont sur la santé. Et la nutrithérapie, en fait, en nutrithérapie, on cherche de mettre ensemble les deux approches pour effectivement utiliser la nutrition dans le sens large, donc macro et micro, mais dans un but thérapeutique. Donc, la réponse de la nutrithérapie est comment je peux utiliser la nutrition pour me soigner ou bien pour préserver ma santé au mieux. Mais il y a cet aspect thérapeutique et pour moi, c'est très important parce que je veux vraiment passer le message qu'on peut se soigner de façon naturelle, déjà en faisant réflexion sur nos habitudes alimentaires. Et puis la diététique. Alors, la diététique, en fait, c'est un autre terme qu'on utilise. Ça, il faudrait avoir une diététicienne pour vous expliquer, parce que j'ai jamais eu le plaisir d'aller voir une diététicienne. Mais je pense, en fait, de ce que je vois, aussi par le retour de mes patients, c'est que la diététique, elle est assez focalisée sur l'assiette. Donc, par exemple, ils vont vous expliquer qu'est-ce que c'est une assiette équilibrée, les légumes, la partie féculent, etc. L'approche, par contre, qu'on a, nous, en tant que nutritionnistes, devrait être une approche qui est centrée sur la personne. Donc, parfois, selon la pathologie aussi qu'on a, ou selon le type de trouble de santé qu'on a, je ne vais pas forcément conseiller quelque chose que, selon l'approche classique, est équilibré. Vous voyez? Donc, on peut sortir aussi de cette notion d'équilibre, parce que quand on a un déséquilibre fort dans le corps, on doit pouvoir contrecarrer certains effets avec des mesures qui ne peuvent pas rester équilibrés parce que ça ne va pas suffire. Ok, je te remercie pour ces précisions. Mais avec plaisir.
Du coup, avant d'entrer dans le vif du sujet, cette petite citation qui a été reportée par une micronutritionniste, Virginie Terrier, mais qui n'est pas d'elle, je n'ai juste pas retrouvé le nom du monsieur qui avait dit cette phrase, qui est « On creuse sa tombe avec sa fourchette, mais on peut aussi éviter d'y aller grâce à sa fourchette ». Qu'est-ce que tu penses de cette citation ? Alors tout à fait, je suis d'accord, effectivement, c'est une citation tout à fait pertinente, hein, ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. Mais puis voilà, je voudrais aussi stimuler une autre réflexion, c'est-à-dire que quand on parle de l'alimentation générale, de la façon qu'on a de se nourrir, c'est pas seulement la qualité des aliments qu'on mange, mais c'est aussi comment on mange. Est-ce qu'on mange en conscience? Est-ce qu'on mange dans la joie? Est-ce qu'on partage un repas? Dans quel état d'esprit? Comment on a préparé cette nourriture? Est-ce qu'on était fâché pendant qu'on coupait nos légumes? Est-ce qu'on était dans un état de relax, etc. Donc, pour moi, ça va au-delà de ça. Pourquoi? Tout simplement parce que l'être humain n'est pas que matière. On est maintenant justement dans une époque où on est très focalisé sur la matière, hein, tout ce qu'on peut toucher, voir, étudier, mesurer, et c'est très juste. Mais il faut pas oublier qu'on n'est pas que ça. Hein? Donc on a aussi d'autres corps, qu'on peut appeler les corps subtils, qui demandent aussi d'être nourris. Et donc c'est bien de partir de la matière, mais il faut pas non plus oublier qu'on n'est pas que ça. L'être humain est bien plus que ça, et donc il faut s'occuper aussi d'autres types de nourriture. Donc la fourchette, c'est une partie importante, mais c'est pas la seule. Ok. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis. Et puis, oui, dans quel état d'esprit, c'est vrai, on prépare ses repas. Voilà. Dans quel état d'esprit on se met à table. C'est sûr que si on met son corps dans un stress ou dans un agacement, ça va tout de suite avoir un impact sur la digestion. Vous pouvez manger l'assiette, plus équilibrée, magnifique, avec tous des légumes bio, etc. Mais si vous le faites dans la rage, dans la colère, je suis pas sûre que vous allez bien absorber les nutriments qu'il y a dedans. Oui, merci pour le rappel aussi. Alors, comme ce podcast est vraiment consacré au cycle menstruel, maintenant j'aimerais bien, si tu le veux, si tu es d'accord, que tu nous présentes un petit peu les habitudes alimentaires, les aliments clés qui permettent de favoriser un cycle équilibré au quotidien. Voilà. Donc, je vais pas vous réexpliquer toute la dynamique du cycle féminin. Donc, voilà, là, je vous laisse aller voir plus dans le détail. Mais c'est vrai que je vais commencer par une réflexion. Pourquoi? Parce que j'aimerais vraiment essayer de transmettre aux gens qui nous écoutent une façon de réfléchir. Hein? Donc, je ne vais pas vous donner des réponses clés en main, disons, parce que ça ne serait pas juste envers vous. Hein? Je ne vais pas être honnête à faire ça. Donc, ce que je vais essayer de faire de manière simple, c'est essayer de vous transmettre la complexité d'un raisonnement. Et c'est ce raisonnement-là que si vous l'avez compris, vous pouvez être autonome et libre. Donc, on parle toujours de ce mental menteur, comme si c'était un peu, une sorte de diable qu'on a en nous. Moi, je crois que notre mental, c'est la clé pour être des êtres humains libres aussi. Parce que c'est grâce au raisonnement, grâce à la compréhension, qu'on peut aussi être autonome et vraiment libre et avoir cette capacité de comprendre les choses. Donc, je pars avec alimentation et cycle féminin. Je vous propose justement de réfléchir au fait que l'équilibre hormonal de la femme est quelque chose de très, très complexe. Hein, vraiment, et complexe et compliqué, je dirais, les deux. Mais quand on parle d'alimentation, c'est très important qu'on réfléchisse d'abord à la santé de certains organes qui sont clés dans l'équilibre hormonal, notamment le foie et les intestins. On va voir plus tard pourquoi. Mais disons, le foie a un rôle au niveau du métabolisme hormonal qui est fondamental. On va voir plus tard dans le détail, mais juste pour vous dire qu'après le pic estrogénique qu'on a dans la phase folliculaire, c'est le foie qui doit enlever de la circulation ces estrogènes qui sont en plus pour ensuite permettre le développement de la deuxième partie du cycle et qui se fasse de manière correcte. Les intestins, même chose, on va voir, il y a une flore bactérienne qui va avoir un impact. Notre flore bactérienne au niveau de nos intestins peut avoir un rôle hormonal. Et ça, on l'oublie. Tout ça pour vous dire que on peut parler d'alimentation et cycle féminin aussi par phase, etc. Mais il faut aussi aller par priorité. Donc, notre première question, notre premier raisonnement, ça doit être: est-ce que mon foie est dans un bon état? Est-ce que je le traite bien, mon foie, avec mes habitudes alimentaires? Est-ce que mes intestins vont bien? Ou est-ce que je sens de ballonnement, un inconfort digestif? Parfois, j'ai des selles molles. Qu'est-ce qui se passe là? S'il y a un problème, c'est bien de le résoudre tout de suite.
Donc, l'axe digestif, c'est fondamental. L'autre axe que je vous propose de garder à l'esprit dans ce raisonnement, c'est toujours un axe hormonal, mais qui concerne d'abord les glandes surrénales qui vont produire du cortisol. Vous l'avez sûrement entendu parler du cortisol, c'est ce qu'on appelle un peu l'hormone du stress. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on synthétise ce cortisol, parce qu'on est stressé, voilà, en fait, c'est comme si on enlève les briques pour pouvoir produire nos hormones à nous, les estrogènes et la progestérone. Parce que si vous regardez le schéma de synthèse un peu complexe, en fait, c'est deux schémas qui vont se croiser. Donc, plus j'active mes hormones du stress, moins j'ai du matériel pour fabriquer de manière correcte mes hormones estrogènes, progestérone. Et puis, last but not least, la thyroïde. Donc, aussi, tout ce qui est équilibre par rapport au fonctionnement de la glande thyroïde doit être pris en compte quand on parle d'alimentation et cycle féminin. J'ai mis une femme en train de courir parce que souvent les femmes très actives du point de vue sportif ont des soucis avec leur cycle. Donc, il faut qu'on se pose des questions quand il y a une activité sportive intense aussi. Est-ce que, de l'autre côté, on a une alimentation correcte? Est-ce qu'on a une alimentation qui va permettre de soutenir et l'activité physique de la femme, l'activité sportive et aussi son équilibre hormonal? Et parfois, c'est pas le cas. Et puis, il faut faire un raisonnement dans la globalité. Est-ce que la femme consomme assez du gras? Souvent, ce n'est pas le cas. Les femmes ont horreur du gras. Elles nous ont appris que le gras, c'est mauvais, cholestérol, puis ça fait grossir, cardiovasculaire, c'est libre. Non, nous, on a besoin du gras. On va peut-être bien expliciter après quel type de gras, mais on a besoin du gras pour notre équilibre hormonal. Les protéines, est-ce que la femme mange assez de protéines dans la globalité, en fait, de son modèle alimentaire? Et puis, les glucides, quels sont ces fameux féculents, entre guillemets, qu'elle consomme? Est-ce que c'est plutôt du pain blanc, riz blanc, ou est-ce que plutôt des céréales complètes? Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'avant d'aller dans les détails, il faut vraiment qu'on essaie d'avoir une vision globale et puis d'essayer de comprendre s'il y a des problèmes ou, disons, des dysfonctionnements à ces niveaux, parce que c'est des niveaux qui vont avoir un impact majeur. Donc, inutile d'aller trop dans le détail. Ce d'abord, c'est un peu comme l'iceberg, je l'ai mis tout après. Donc, si d'abord, on ne va pas s'occuper, en fait, de ces thématiques. Est-ce que tu as des questions, Estelle, ou... Non, c'est très complet. Et puis, sortons aussi en tant que femme de ces inégalités où on va aujourd'hui. Bon, tu sais sûrement qu'il y a beaucoup plus d'études qui sont faites sur les hommes que sur les femmes. Et aussi, on s'intéresse beaucoup aux femmes dès qu'on va toucher à de l'esthétique. Tout à fait. Et en fait, tout ce que tu viens d'expliquer là, oui, alors ça peut jouer un peu sur l'esthétique, mais c'est surtout que ça va jouer juste sur la santé tout court. À la base. Et manger du gras, manger des protéines, c'est primordial pour la santé. Et ça, on ne l'explique pas assez avec l'histoire des hormones, pourquoi le gras est important pour les hormones. Ouais. Ça, je pense que si on sensibilisait davantage les femmes à ces aspects-là dès leur plus jeune âge, en fait, on pourrait limiter déjà une partie des troubles alimentaires. Mais un raisonnement très simple, la cellule, si vous regardez la cellule, la membrane en fait extérieure de la cellule, elle est faite de gras. Mm-hmm. Et si cette membrane n'est pas nourrie, comment cette cellule peut recevoir avec ses récepteurs les messages qui arrivent avec les hormones? Donc ça, c'est juste une petite chose, mais pour vous dire que ce sort d'équilibre, c'est fondamental. Il faut s'interroger justement aussi sur vraiment la richesse nutritionnelle de ce qu'on mange. Est-ce que je mange des aliments avec une haute densité nutritionnelle? Le pain au chocolat, c'est pas la même chose qu'un œuf. C'est sûr. Même s'il y a plus petit, mais la densité nutritionnelle de l'œuf n'a rien à voir avec le pain au chocolat. Mm-hmm. Il va nous nourrir sans nous perturber, alors que le pain au chocolat, il va nous perturber sans nous nourrir. Très intéressant de rappeler aussi la différence entre manger et se nourrir, parce que c'est subtil, mais c'est subtil, mais c'est fondamental. C'est fondamental. Donc, je vous propose d'aller plus dans le détail maintenant. Donc là, je vous propose encore une fois un raisonnement. C'est-à-dire, pourquoi on doit parler, disons, une fois que notre modèle alimentaire il est plus ou moins correct, pourquoi on doit parler d'alimentation et cycle féminin? Pourquoi on parle d'alimentation par phase du cycle féminin?
Et là, je vais essayer de vous donner une explication. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les hormones changent. Comme tu disais tout à l'heure, il y a une différence même au niveau d'études, disons un gap au niveau des études, parce qu'on considère toujours l'homme ou la femme. Mais on ne trouve jamais une étude qui dit, oui, nous, on a analysé une cohorte de 25 femmes qui étaient en phase folliculaire, ou plutôt des autres qui étaient pendant leur règle, etc. Non, il n'y a jamais cette différence. Mais c'est absurde, en fait, parce que vous allez voir que la femme, dans un état physiologique, dans des conditions normales, elle a un cycle sur 28 jours. Alors que l'homme, c'est sur 24 heures. Il y a une sacrée différence. Donc, ça veut dire que nous, c'est un peu comme si on était 4 femmes, dans la période, dans le laps du temps d'un mois, on est 4 femmes différents. Et c'est le cas. Donc ici, j'ai pas mis tout ce qu'il faut prendre en considération, mais j'ai pris les 2 axes qui me semblaient les plus pertinents et les plus simples aussi à comprendre. Donc le premier axe, c'est, si vous voulez, un axe lié au métabolisme. Et l'autre axe, c'est celui lié aux neurotransmetteurs. Donc, si vous regardez dans la première partie du cycle que je vous propose, disons le jour 1-4, donc c'est la phase menstruelle, premier jour du cycle, c'est toujours le premier jour du saignement. C'est important de le dire parce que parfois, c'est pas clair. Donc, premier jour du cycle, c'est votre premier jour de règle. Donc, dans cette phase-là, on a ce qu'on appelle une down regulation, c'est-à-dire que, en fait, on est un peu décalé, tout ce qu'on fait. Donc, il faut vraiment prendre les choses avec beaucoup de tranquillité. Alors que dans la phase folliculaire, donc c'est cette phase. Après, c'est clair, faut pas fixer les jours. Ça, c'est juste sur un cycle hypothétique de 28 jours, mais ça change. Donc, jour 5, 12, on est dans la phase folliculaire. Qu'est-ce qui se passe? C'est que petit à petit, notre métabolisme augmente en efficacité. Et là, je vous ai mis ATP. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas seulement une histoire de métabolisme plus rapide, mais c'est aussi que les femmes ont une capacité d'extraire le carburant des aliments, donc de produire de l'énergie, qui est beaucoup plus efficace. C'est-à-dire qu'avec peu de nourriture, disons comme ça dans l'extrême, juste pour vous passer le concept, avec peu de nourriture, vous allez avoir beaucoup de carburant parce que vous êtes plus efficace. Votre machine fonctionne mieux. Et on a aussi une sensibilité de l'insuline qui est meilleure. Donc, là, regardons cet aspect-là. Qu'est-ce qui se passe par contre dans la phase lutéale? Là, j'ai marqué un shift dans la phase ovulatoire. C'est plus ou moins au milieu. Parce que là, il y a un changement. D'accord? On va voir après pourquoi. Le métabolisme dans la deuxième partie du cycle, donc dans la phase lutéale, vous avez en fait le contraire. Donc, on a dit phase folliculaire, métabolisme bien performant. Phase lutéale, métabolisme commence à baisser. Et aussi, cette histoire de l'ATP. Donc, ça veut dire que peut-être vous aurez besoin de manger plus pour avoir la même quantité d'énergie, la même quantité de carburant. Et puis aussi, la sensibilité à l'insuline, elle est moins bonne. Et on va voir après qu'est-ce que ça veut dire. Côté neurotransmetteurs, phase folliculaire, vous avez sérotonine, dopamine, donc pas besoin de trop parce que vous êtes naturellement dans la joie et bien sereine, motivée, surtout envie d'entreprendre, etc. Dans la deuxième partie du cycle, phase lutéale, vous avez plutôt une dominance du GABA et donc j'ai mis aussi sommeil parce que vous devrez avoir aussi une qualité meilleure du sommeil. Donc là, je me suis focalisée sur 2 axes, c'est-à-dire métabolisme et neurotransmetteurs. Pourquoi? Parce que c'est 2 axes qu'on peut, régler avec l'alimentation. Ou disons, 2 axes sur lesquels, avec l'alimentation, on peut avoir un impact. Donc, Est-ce que tu peux peut-être juste expliquer ce que c'est le sérotonine, dopamine en général? On en entend assez parler, le GABA peut-être juste. À quoi il sert? Tout à fait. Le GABA, en fait, si vous voulez, il a une action inhibitrice sur le système nerveux. Ça veut dire que le GABA va vous apporter de la sérénité, de la calme, de la zénitude. Peu importe ce qui se passe autour de vous, mais vous êtes calme. Voilà, pas besoin de trop s'exciter, comme ça serait quelqu'un, par exemple, avec un bon niveau de dopamine. On a plutôt envie d'entreprendre, faire. Sérotonine, vous êtes dans la joie. Eh bien, le GABA, c'est l'être zen. Tu as quelqu'un qui crie à côté de toi, ça fait rien, c'est bon. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être entendre ça, qui vont se dire, mais moi, avant mes règles, je suis pas du tout zen. Donc, c'est un indicateur. C'est un indicateur que peut-être votre niveau de progestérone n'est pas au top. Voilà. Parce que ça, c'est la progestérone qui va amener ce type de changement.
Après, si vous voyez, j'ai mis des flèches un peu en bas dans la partie prémenstruelle parce qu'effectivement, quand on parle de phase lutéale, il faudrait quand même faire une différence avec les 2-3 jours immédiatement avant vos règles. Là, c'est clair qu'on en shoot un peu de tout le système. Et donc là, c'est clair que voilà, vous pouvez quand même perdre un peu votre zénitude, mais c'est normal. Hein. Mais par contre, dans l'autre partie de la phase lutéale, vous devrez avoir cette attitude-là. Si c'est pas le cas, vous dites, voilà, mais après l'ovulation, je commence à être irritable, voilà, pas vraiment de mon humeur. Alors là, ça peut être un signe que peut-être votre progestérone n'est pas au top. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a ces 2 axes qui sont très importants, mais il y a beaucoup plus. Hein. Là, je me suis limitée aux 2. Hein. Et puis de comprendre pourquoi alors on peut faire une différence au niveau alimentaire. C'est quoi qu'on doit changer? Alors, si vous regardez, après ça, c'est mes conseils à moi, mais voilà, il peut y avoir des autres, bien sûr. Dans la partie menstruelle, je pense que c'est important d'accompagner cette phase. C'est quoi, en fait, le fait de saigner? En fait, l'utérus, c'est un organe émonctoire aussi. Donc, le fait de saigner, on peut tout de suite faire le lien avec une sorte de nettoyage intérieur qu'on fait, de détoxification. Donc, inutile d'avoir une digestion trop lourde. C'est mieux d'accompagner avec une alimentation très légère qui, au contraire, aide à fluidifier, hein, à rentrer, à accompagner ces mouvements. C'est important, et j'ouvre une petite parenthèse, cette histoire d'accompagner le cycle. Vous ne devez pas aller contre votre cycle, vous devez l'accompagner. Vous avez une force qui vous habite, nous les femmes, on a une force qui nous habite, que c'est une force naturelle, disons cosmique presque, hein, parce qu'après on peut faire les liens avec la lune, beaucoup de choses, mais... Et donc il faut suivre ces flows, hein, il faut suivre ces rythmes. Si vous vous mettez contre, bah, c'est là qu'on a des problèmes qui arrivent. Donc ce que je vous propose, c'est vraiment dans le sens de dire... quelles sont les habitudes pour mieux accompagner mon cycle? Et c'est ça l'état d'esprit qu'on doit avoir, de accompagner cette force. Pas aller on ne peut pas être des hommes. C'est ça ce que je veux dire. Hein? On ne peut pas se comporter comme si c'était des hommes. Non, parce que nous, on est des femmes. Et on a un horloge biologique qui est complètement différent. Donc, phase menstruelle, on accompagne. Par exemple, ce que je fais moi d'habitude, c'est aussi d'avoir beaucoup d'alimentation liquide, des soupes. Des bouillons, par exemple. Et puis de rester vraiment dans quelque chose de très digeste. C'est pas le bon moment de faire un steak haché grillé. Même si, vous voyez, je vous mets le fer. Pourquoi? Et là, je vous mets aussi certains micronutriments qui sont importants parce que, bien sûr, avec les saignements, on va perdre du fer. Donc, mon conseil, si vous avez un taux de fer qui est toujours stable, toujours à un bon niveau, pas besoin parce que ça veut dire qu'il y a un équilibre qui fonctionne toute seule. Mais si vous avez par contre la tendance à avoir un taux de ferritine un peu plus bas, mais prenez quand même un complément en fer. C'est important, au moins dans les jours de saignement, pour essayer de compenser cette perte. Puis phase folliculaire, on a dit on a le métabolisme qui est au top, bonne sensibilité à l'insuline, on est dans la joie, bah voilà, on profite de la vie. Donc là oui, on peut dire on va avoir une alimentation assez équilibrée où on peut manger de tout, on peut faire des écarts, pourquoi pas, mais c'est très important de vous passer le message qu'il faut que c'est une alimentation quand même légère. Pourquoi? Parce qu'on doit penser au foie. Pour vous faire un exemple, si je dois faire une raclette, je ne vais pas la faire en phase folliculaire parce que le fromage va être gras. Et ce gras-là, ça demande quand même un travail supplémentaire au foie. Et on a dit que le foie, il doit être prêt environ par le jour de l'ovulation pour éliminer les estrogènes. Donc si moi, je vais surcharger le foie avec du travail tout au long de la phase folliculaire, quand j'arrive à mon pic d'estrogène et puis c'est le moment de les éliminer, le foie, il dit, mais mon Dieu, là, tu m'as donné quand même trop de travail. Là, je peux pas me dépêcher plus que ça. Et là, on peut avoir des problèmes, on va l'avoir avec le syndrome prémenstruel, etc. Donc, mangez de tout dans la joie. Vous pouvez aussi manger, j'ai mis un peu plus de glucides, donc aussi un petit peu de féculents. Il ne faut pas rentrer dans l'extrême, mettez des pommes de terre, des céréales complets, etc. Parce qu'ils sont nécessaires pour l'ovulation aussi. On a besoin de ça. Mais attention au gras. Ce n'est pas le moment de faire des gros steaks, comme on a dit comme ça, ou bien du fromage très gras, ou de manger du lard le matin. Ce n'est pas le bon moment. On doit accompagner avec des protéines plutôt maigres, viande de volaille, du poisson, quelques légumineuses de temps en temps, mais vraiment une alimentation légère. Donc attention au gras. Par contre, dans les jours autour de l'ovulation, là, ça peut être justifié d'augmenter un petit peu ces apports en gras. Mais justement, quel gras? Et là, on est plutôt dans les gras polyinsaturés. Donc, bonnes huiles, huile de caméline, par exemple. L'huile de colza, je vais être un peu anti-populaire. Ce n'est pas quelque chose que je conseille, que j'aime, parce que le colza, c'est transgénique. Donc, c'est une plante qui n'est toxique et puis on l'a manipulée. Donc,
Voilà, désolée, c'est pas quelque chose que Mais je préfère plutôt concilier huile de noix, huile de caméline, huile extra vierge d'olive. Allez-y. Et puis le gras des œufs, parce qu'on a besoin de cholestérol aussi. D'accord? Donc, c'est pas que quand on pense du gras, c'est pas seulement le lard, hein, mais on a les avocats, par exemple, les amandes, les noix, tous les oléagineux, grains de sésame, grains de courge, grains de tournesol, tout ça nous apporte du gras. Et donc, faut justement choisir du bon gras pour soutenir cette phase de l'ovulation. Et puis, c'est là qu'on peut augmenter un petit peu le cholestérol. Les crevettes, par exemple, aussi, hein, le poisson gras. Phase lutéale, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit que le métabolisme commence à ralentir. Sensibilité à l'insuline, moins bonne. Pas la meilleure période pour aller manger une pizza ou pour faire le gros assiette de spaghettis. Pas l'idéal. C'est pour ça que là, ça peut être plus intéressant de réduire les apports en féculents et d'augmenter plutôt un peu protéines et gras. En sachant que les légumes doivent être toujours là. Ça, c'est clair. Je ne le dis pas, mais c'est le cas. Mais on va changer d'optique en phase dans les jours avant nos règles, parce que là, alors, oui, vu qu'on a toute cette chute hormonale et donc aussi des neurotransmetteurs qui commencent à aller sous les pieds, hein, on a plus ce soutien du GABA, etc. Alors là, on peut manger un peu plus de glucides, mais c'est plus pour l'effet apaisant qui ont les glucides sur notre système nerveux. C'est plus pour accompagner notre état, disons comme ça, psychique, qu'on peut commencer à manger un peu plus de flocons d'avoine, des céréales complets, de l'avoine, du riz complet, voilà, et aller un peu plus dans ce sens-là. Mais c'est important d'anticiper justement la période de règles avec une alimentation qui reste quand même anti-inflammatoire. Donc là aussi, il faut que ce soit reste légère. Est-ce que c'était compliqué ou je me suis expliqué Non, c'est vraiment très riche. Et puis après, bien sûr, enfin, tu l'as déjà dit un petit peu avant, mais ça va évidemment dépendre aussi d'une personne à l'autre. Et je pense surtout parce qu'en fait, je suis en train de faire une formation autour de l'alimentation chez la sportive. Alors évidemment, chez une personne qui fait du sport à haute intensité, il y a des choses qui vont être un petit peu dans un autre ordre et dans des autres proportions. Tout à fait. Mais sûr, il faudrait aussi que l'entraînement, ça dépend de l'entraînement aussi, puisse se régler sur les phases du cycle de cette personne. Oui, bien sûr. De la fin sportive, hein, parce que, voilà, aussi, chaque phase hormonale demande une activité qui peut être plus adaptée. Donc, c'est à quel moment on doit, par exemple, prévoir des activités un peu plus intenses et à quel moment on peut faire, par exemple, que du stretching ou autre type d'exercice un peu plus calme, hein. Oui, je reviendrai un petit peu plus tard sur comment tu accompagnes aussi les personnes par rapport à ça, parce que ça peut vite, là j'imagine beaucoup d'informations, ça peut vite être stressant. Mon Dieu, hier j'ai mangé un steak haché alors que je suis en plein pendant mes règles. Non, voilà. C'est pas grave. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir d'ici. C'est pas de dire mon Dieu, etc. C'est juste de vous retenir un raisonnement. Après, faut pas rentrer dans le dogme. Il ne faut pas rentrer dans l'orthorexie. Mon Dieu, Non, il faut aussi suivre les envies qu'on a et puis rentrer vraiment dans cette optique d'écoute. Moi non plus, je suis sur ça de manière comme ça rigide, absolument pas. Il faut quand même rester dans l'authenticité et puis dans la spontanéité et puis encore une fois de voir quelles sont les envies. On n'a pas tous le même envie au niveau alimentaire tous les jours. Mais voilà, c'est juste pour vous donner un cadre, puis pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Si tout va bien, vous n'avez pas, des raisons spécifiques pour changer, etc. Mais si vous sentez qu'il y a un déréglage ou quelque chose qui ne joue pas, alors là, on peut se poser des questions. Et puis, l'accompagnement ne va jamais... là, c'est aujourd'hui pour vous expliquer le raisonnement qu'il y a derrière. Mais puis, dans la pratique, je vous donne des outils concrets. On ne va pas faire une séance sur ça, mais on va plutôt dire, écoute, alors, dans cette première phase, quels sont les exemples de petit-déj que tu peux mettre en place? Dans l'autre phase, qu'est-ce que ça peut aller mieux pour toi? Et donc, ça passe toujours par un exercice très pratique. Est-ce que c'est faisable déjà? Parce que souvent, on propose des choses, mais puis il faut voir, est-ce que c'est faisable dans la vie de cette personne? Si elle doit se réveiller très tôt le matin et puis courir au travail, elle n'a pas le temps de prendre le petit-déj, alors là, on pense à quelque chose qu'elle peut venir avec elle, mais qui soit facile aussi. Peut-être ça ne sera pas optimal, mais c'est toujours mieux. Voilà. Et puis, c'est faisable. Ça va tenir sur le long terme. C'est ça qui est important. Oui, merci de
Merci de le rappeler. Et puis j'imagine que les recommandations, elles vont aussi justement tenir compte de l'état de santé de la personne. Tout à fait. Parce que si la personne, après tu parleras du microbiote un peu plus en détail, mais si la personne, elle a un microbiote qui est complètement déséquilibré, abîmé, il y a peut-être des aliments qu'il va falloir limiter ou privilégier, ou histoire de tout remettre en place. Et exactement. En fait, là, j'ai bien spécifié au nom, j'ai mis état physiologique, c'est-à-dire que ça, c'est comme ça devrait marcher en théorie, mais puis dans la pratique. On a tous quelque chose qui n'est pas en équilibre, et donc c'est clair que tous ces raisonnements-là doivent être adaptés à la personne, d'où l'importance d'avoir un accompagnement. J'ai souvent des gens qui viennent me voir et puis ils me disent oui, mais j'ai lu ça sur Internet, je l'ai appliqué et puis c'était pas pour toi, et donc tu as fait de dégâts au lieu que te faire du bien, mais en toute bonne foi. C'est juste qu'il faut faire attention, méfiez-vous, c'est aussi pour ça que je veux vous montrer ça, méfiez-vous des gens qui vous donnent des solutions faciles. Il n'y a rien de facile dans votre corps. Rien. Donc, il faut l'interpréter. Il faut comprendre. Il faut du temps aussi pour se poser des questions. Parfois, on teste des choses et puis ça marche pas. Très bien, on a testé. On va tester autre chose parce que si ça marche pas, ça veut dire que c'était pas la bonne solution pour toi. Donc, méfiez-vous de tout ce qui est rapide, facile et immédiat. Parce que il faut avoir patience, persévérance, et puis avoir aussi derrière un raisonnement qui tient, qui est solide. Ok, alors du coup maintenant qu'on a tous accepté le fait qu'on va galérer, merci pour la petite pointe un peu déprimante. Si on va rentrer un petit peu plus finement dans certains aspects du cycle menstruel, et pour commencer peut-être si tu peux nous parler de comment l'alimentation peut justement venir nous aider à accompagner ce syndrome prémenstruel et à le limiter pour les personnes qui en ont un qui est particulièrement marqué, autant dans les émotions que dans les désagréments physiques, dans la faim, etc., etc. Tout à fait. Alors là, donc même chose, j'ai préparé ce petit schéma pour le syndrome prémenstruel. Là encore, c'est pas pour vous compliquer la vie, mais pour vous expliquer un petit peu ce que vous puissiez comprendre. Donc en fait, quand on a un syndrome prémenstruel, ça peut décliner en plusieurs types de symptômes. Donc, on a dit de l'irritabilité, de l'anxiété, de la tension, de l'insomnie. Parfois, on a des gens qui disent moi, je fais de la rétention hydrique au niveau des mains, des chevilles, etc. Parfois, ça part clairement dans des maux de tête, un appétit incontrôlable. Donc là, vous avez toute une panoplie, ça varie, mais ça peut aussi être entremêlé. C'est-à-dire que souvent, les gens qui ont des symptômes au niveau du système nerveux, ils ont souvent des symptômes au niveau du système digestif. Donc, ça peut être sur plusieurs niveaux. Et puis là aussi, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que le syndrome prémenstruel, très souvent, va apparaître quand on a un déséquilibre en cette balance entre estrogène et progestérone. Donc, vous avez compris que dans le cycle féminin, c'est l'équilibre entre ces deux classes, disons comme ça, d'hormones, c'est très important. Et donc, quand on a tendance à avoir trop d'estrogène et peu de progestérone, c'est là que le syndrome peut apparaître. Et donc là, je vous propose de commencer à réfléchir pourquoi je devrais avoir trop d'œstrogène, pourquoi j'ai pas assez de progestérone. Alors, c'est clair que qui fait de la symptothermie, c'est que un cycle, en fait, est réussi, entre guillemets, quand on a l'ovulation. C'est ça qui doit être notre focus principal. Oui. Parce que sans ovulation, il n'y a pas de progestérone. Donc, vous allez tout de suite avoir la réponse que vous aurez très probablement trop d'estrogène en circulation. Donc, si on revient en amont, pourquoi on devrait avoir trop d'estrogène? Alors, déjà, on revient à ce qu'on a dit. Est-ce que le foie, il est capable de détoxifier? Donc, est-ce que votre foie est dans un état qui permet à ces estrogènes d'être éliminés correctement? J'ouvre une petite parenthèse. Essayez de comprendre comment ça se passe, la détoxification hépatique. Parce que sinon, vous risquez de dire, j'ai fait un jeûne avec des jus, des légumes, et puis je vais détoxifier mon foie. Non. Pourquoi? C'est pour ça que je vous mets dit détox 1, 2, 3. Regardez comment ça se passe, les phases de la détoxification. Essayez de comprendre et puis vous allez vous rendre compte que le foie a besoin de nutriments pour se détoxifier. A besoin d'acides aminés. Et bien d'où les acides aminés? Des protéines. Il a besoin de minéraux. Il a besoin d'acides gras. Il a besoin de toute une panoplie. Donc, c'est pas avec les jeûnes qu'on va détoxifier le foie. Ouais, c'est important. Je ferme la parenthèse. Vous avez votre microbiote.
On va voir plus tard comment ça se passe au niveau de votre flore intestinale, parce que si ça va pas bien, ça sera votre microbiote qui va vous rebalancer dans votre circulation sanguine vos estrogènes. Est-ce que je suis exposée à ce qu'on appelle le xénoestrogène? Là, c'est toute une série de substances. Là aussi, essayez d'aller rechercher qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots de xéno. Ça veut dire des estrogènes étrangers à mon corps, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur. Pensez à toute la cosmétique, par exemple, tous les produits qu'on utilise, etc. Le bisphénol de la plastique, par exemple, le plastique aussi. Donc, il y a tout un panoplie de substances auxquelles on peut être plus ou moins exposé, même sans le savoir. Mais réfléchissons, par exemple, aussi aux outils qu'on utilise en cuisine. Donc voilà, là aussi, il y a toute une enquête, disons comme ça, menée pour voir si vous êtes exposé ou pas. Et puis, il y a aussi certaines habitudes, je l'ai noté, et puis peut-être il y a d'autres choses aussi, qui vont accélérer un peu l'activité de cette aromatase, que c'est une enzyme clé qui va vous permettre en fait de transformer, de synthétiser, disons comme ça, les estrogènes à partir des androgènes. Et il y a certaines habitudes qui vont la suractiver. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous allez, si vous allez suractiver l'aromatase, vous allez produire plus d'estrogènes de la normale. C'est quoi qui va l'activer? Le surpoids, par exemple, l'alcool. Là aussi, je vais être pas populaire. Voilà, désolée. Ça aujourd'hui. Je crois qu'on commence à le dire. Et l'insuline, voilà. Donc, tout ce qui est consommation de sucre, par exemple. Et sucre, ça veut dire aussi boisson sucrée, boisson industrielle. On n'y pense pas, mais même notre Coca ou notre Red Bull, c'est pas, comment dire, c'est pas sans sucre. Donc, tout ça, ça peut déjà nous faire partir, voilà, avec un taux d'œstrogène pas idéal, peut-être plus élevé de la normale. Et puis, on passe à l'étape suivante, c'est l'ovulation. Est-ce que l'évolution, ça se fait toujours? Alors, en théorie, oui, mais parfois non, et ça peut être normal. Mais si régulièrement, j'ai quelque chose qui m'empêche d'ovuler, c'est clair que je ne vais pas avoir de progestérone pour la suite. Et là, le cas que je vérifie et que je vois le plus souvent, c'est que souvent, il y a des femmes qui ne mangent pas assez. On est mal nourri. Et donc là, s'il n'y a pas de calories, qu'est-ce que c'est l'ovulation? L'ovulation, c'est votre corps qui dit « Allez, oui, on peut y aller. S'il y a une grossesse, on peut y arriver. Voilà, j'ai un corps qui est capable de soutenir une grossesse. Mais si vous êtes déjà mal nourri au départ, votre corps il dit non, ça sera mieux. Même pas, merci. Parce que là, déjà, j'ai de la peine de rester debout, moi. Imaginons qu'est-ce que ça veut dire une grossesse. Et donc, il faut se faire ces réflexions par rapport à l'apport calorique. Tout banalement, on revient à la macronutrition d'abord, mais aussi à un déficit nutritionnel qui peut être lié, par exemple, au manque de protéines, au manque de gras. Est-ce que la personne, par exemple, mange assez de glucides? Si c'est des femmes, par exemple, qui ont peur de grossir, souvent, il n'y a pas assez de glucides aussi, il n'y a pas assez de féculents. Et donc ça peut impacter de manière négative l'ovulation. Et puis, j'ai mis le tissu adipeux pour la même histoire, parce qu'il y a aussi une régulation hormonale qui s'est faite par les adipocytes, qui sont les cellules du tissu adipeux. Et donc, on a besoin d'avoir un peu de gras. On est femme, c'est comme ça. On a besoin de ça, parce que ça aide aussi l'équilibre hormonal. Insulinorésistance, ça on le sait très bien pour le syndrome des ovaires polykystiques qu'on va voir plus tard. Mais disons, si déjà ces deux premières phases, c'est-à-dire estrogène et ovulation, ne se font pas correctement, le résultat c'est que dans la phase lutéale, vous n'aurez pas assez de progestérone. Et ce pas assez de progestérone, on revient au GABA aussi dont on a discuté tout à l'heure, etc., il va faire en fait que vous avez assez rapidement des signes qui peuvent être liés justement à ce qu'on appelle un syndrome prémenstruel, mais qui dans d'autres termes, on pourrait dire peut-être que c'est une carence, un déficit en progestérone, mais qui vient de loin. L'autre chose qui peut altérer tout ça et qui peut favoriser justement le syndrome prémenstruel, c'est l'activation de ce fameux axe des surrénales avec la production du cortisol, dit en d'autres termes, le stress. Et puis, j'ai mis une petite liste, sucre, alcool, par exemple. Est-ce qu'il y a des intolérances? Est-ce qu'il y a... soit des allergies, mais ça, vous devrez le savoir. Mais ça peut être des intolérances. L'intolérance est plus subtile. On ne peut pas vraiment la détecter avec un examen spécifique. Et donc, il faut comprendre peut-être que des aliments trop riches en histamine, c'est pas la peine. Ou bien, même chose avec les salicylates. Est-ce que le gluten, ça peut être un problème? Est-ce que tout va bien avec le lactose, les caséines? Je veux dire, il y a tout un tas de questions qu'on doit se poser. Pourquoi? Parce qu'il y a certains aliments qui peuvent aussi avoir un rôle déclencheur.
du syndrome prémenstruel. Pourquoi? Parce qu'ils alertent le système immunitaire. Quand on mange certains aliments qu'on ne tolère pas, notre système immunitaire peut s'alerter et peut créer de l'inflammation. Juste pour vous faire un exemple, souvent les gens, par exemple, qui tolèrent pas trop bien les aliments qui contiennent de l'histamine, souvent ils ne le savent pas. Mais voilà, seulement le fait de faire un régime pauvre en histamine les jours avant les règles, ça peut résoudre jusqu'à 70% de l'intensité des symptômes. Donc, encore une fois, il n'y a rien de facile. Il faut essayer de se poser la question et de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'univers, dans ce microcosme de la personne. Oui, et puis quand tu parles des aliments à enlever, parfois l'erreur qu'on peut faire, c'est de commencer à supprimer vraiment des aliments. Et parfois, si la problématique de l'intolérance, elle vient du fait que notre système digestif ne fonctionne plus correctement, il y a un risque qu'on enlève une catégorie d'aliments, puis ensuite une deuxième, puis une troisième, puis finalement on mange plus rien, et puis on n'a toujours pas résolu le problème de fond. Exactement. Ça va vraiment dépendre encore une fois du profil de la personne. Exactement. Et là, quand tu parles comme ça me vient tout de suite à l'esprit l'histoire de FoodMap, c'est cette fameuse intolérance. Voilà. Et puis il y a des gens souvent qui me disent non mais moi j'ai lu que c'était effectivement ça a été mieux, etc. Mais puis c'est une erreur de ne pas. Si vous lisez les textes, des médecins qui ont mis au point ce régime-là, ils disent que ça va très bien de l'éliminer pendant quelques temps, c'est-à-dire quelques semaines, mais puis qu'il faut assez rapidement le réintroduire parce que c'est des aliments prébiotiques, c'est-à-dire qu'ils vont nourrir la flore intestinale. Ça, c'est un exemple, mais on pourrait dire la même chose avec les produits laitiers, avec le gluten, etc. C'est vrai que c'est des aliments parfois problématiques, mais pas pour tout le monde. Et si c'est des aliments problématiques, on doit résoudre la cause qu'il y a derrière. Et souvent, comme tu dis, c'est un déséquilibre de la flore intestinale qui doit être rééquilibré. Oui. Mais j'en ai plusieurs de cas comme ça. J'ai même eu une fille, je me souviens encore, sa maman, elle m'a dit, écoute, non, nous, on mange plus de produits laitiers parce que, elle est intolérante au lactose, c'est le pédiatre qui nous a dit, etc. J'ai dit, écoute, mais est-ce qu'elle a fait un test? Non, le test, c'était négatif, etc. Ben alors, pourquoi d'être intolérante au lactose? Parce que le lactose, c'est un de peu qu'on peut tester. Si le test est négatif, pourquoi elle ne doit plus manger de produits laitiers, etc. Et puis, au final, on a travaillé sur la flore intestinale et la petite, elle a recommencé à manger tranquillement ses produits laitiers, avec modération toujours, mais voilà. Et puis, pour le pédiatre, c'était un mystère. Comment ça se fait que sa petite pouvait recommencer à manger du yaourt sans avoir de maux de ventre? Parce qu'on a résolu ce qu'il y avait derrière, des équilibres de la flore intestinale. Oui, donc on en revient encore une fois à chaque cas est spécifique. Absolument. On doit creuser, mais en tout cas, pour les personnes qui ont du syndrome prémenstruel, voilà tout un panel de questions que vous pouvez vous poser, pas forcément tout seul, avec des professionnels qui vont pouvoir vous guider. Et puis, je trouve que des fois, on a encore cette croyance qu'on n'a pas de chance, que c'est notre cycle, il est comme ça. Mais en fait, il y a tellement de petites choses qui peuvent être améliorées que on est nous responsables. Tout à fait. Au bien, on est responsable de ce qu'on peut contrôler. Si vous avez eu le malheur, entre guillemets, de vivre dans un environnement extrêmement pollué, il y a eu des événements pendant la grossesse de votre mère, alors ça c'est clair, on ne peut pas le contrôler, ça c'est clair. Mais on doit toujours, quand on a un problème, ce que je vous propose, c'est vraiment de dire, d'accord, j'ai ce problème-là, quelles sont les solutions sous la table? C'est quoi que je peux contrôler et c'est quoi que je ne peux pas contrôler? Alors déjà, travaillons sur ce qu'on peut contrôler et l'alimentation est quelque chose qu'on peut contrôler. Donc, et on a des marges de manœuvre, donc c'est bien. Merci. On va aussi aborder, pas trop en détail, puisque le temps file, mais aussi, j'aimerais avoir ton opinion sur comment l'alimentation peut nous aider à soulager certaines pathologies du cycle. Et puis, on va prendre un petit peu les plus courantes, à savoir l'endométriose et puis le syndrome des ovaires polykystiques. Voilà. Je vais essayer vraiment d'être rapide pour ne pas vous prendre trop de temps. Mais effectivement, donc l'endométriose... qu'est-ce qu'on sait de l'endométriose aujourd'hui? Alors, c'est difficile à dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore identifié une cause. Donc, on peut parler d'une panoplie en fait de facteurs qui peuvent favoriser l'apparition de l'endométriose. Mais du point de vue du suivi nutritionnel, ce qui est important, c'est que très certainement, il y a une implication immunitaire. Donc, on peut dire aussi que l'endométriose a une dysfonction immunitaire. Et quand on parle d'immunité, à quelqu'un qui connaît la nutrition, tout de suite, ça doit venir dans l'esprit l'image de notre microbiote intestinal parce que c'est vraiment très, très lié. Donc, c'est clair que on va d'abord aborder cette histoire de l'immunité.
mais aussi comprendre comment rééquilibrer le microbiote intestinal. Pourquoi? Parce que ces deux facteurs sont souvent à l'origine de l'inflammation. Et donc, on sait que cette composante inflammatoire, elle est très présente, en fait, chez les femmes qui souffrent d'endométriose. Et donc, c'est important de pouvoir l'aborder, mais en passant par ces axes-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, un régime anti-inflammatoire. Et là encore, ça dépend du cas, parce qu'il faut parler avec la personne et comprendre qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui. Quelles sont ses habitudes alimentaires aujourd'hui qui peuvent engendrer de l'inflammation chez elle? Et puis, est-ce qu'elle a un problème avec certains aliments? Par exemple, les œufs, là, je l'ai mentionné, c'est un aliment extraordinaire, mais chez certains, peut-être, ça peut être mal toléré et donc engendrer de l'inflammation. Donc, il faut se poser des questions. Là aussi, c'est très pertinent. Gluten, produits laitiers sont souvent très impliqués là-dedans. Mais puis, il faut toujours vraiment décortiquer un peu l'univers de la personne pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Soutien immunitaire aussi, souvent, est-ce qu'on peut avoir, par exemple, de carence de vitamine D? Ça, c'est souvent le cas et on le retrouve d'ailleurs aussi dans le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, c'est clair que moi, j'ai déjà un taux de vitamine D sous les pieds. Comment mon système immunitaire faut fonctionner de façon équilibrée? C'est pas possible. Et donc, voilà, pour l'endométriose, tout ça pour vous dire que l'axe principal, ça va être digestion-immunité. Mais on parle très peu d'alimentation, c'est ça que je comprends pas. J'ai lu un article sur l'endométriose sur un journal qu'on reçoit un peu tous à la maison, je fais pas de nom, etc., de manière gratuite. Et puis, aucun mot sur l'hygiène de vie, sur l'alimentation. Aucun mot. Donc, c'était une interview, clairement. Et puis, les seules choses, voilà, oui, c'est comme ça, les pauvres. Ça prend des années pour être diagnostiqué. Et puis, voilà, la solution, c'est la pilule et c'est tout. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai eu des patientes qui avaient justement l'endométriose et qui l'ont toujours, parce qu'on va pas la résoudre 100%, mais qui ont vu des bénéfices énormes par rapport aussi à toute la symptomatologie, notamment douloureuse. Donc, il y a des choses qu'on peut faire. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de faire ça plutôt que être un peu dans la passivité. Syndrome des ovaires polykystiques, là aussi, il faut investiguer d'où vient. Alors, il faut comprendre que quand on a des ovaires polykystiques, là encore une fois, c'est le résultat final. C'est pas le fait d'avoir des ovaires polykystiques qui est la cause de tous les déséquilibres qui vont avec ces syndromes. C'est juste la pièce finale du puzzle. Donc, il faut remonter à la source pour dire que là, le déséquilibre qui va déclencher cette réaction au niveau des ovaires. Et là, on a toute une panoplie de causes qui peuvent être mises sur la table. La plus fréquente, c'est la résistance à l'insuline. Donc, vous comprenez que quand j'ai un problème avec l'insuline, ce qu'on appelle justement la résistance à l'insuline, que d'ailleurs vous pouvez doser au niveau sanguin avec un marqueur qui s'appelle indice OMA. Souvent, c'est pas du tout fait. J'ai dû renvoyer des gens faire une prise de sang parce que souvent n'est pas trop investigué, mais vous pouvez le voir. Et vous comprenez l'importance, la pertinence d'un suivi nutritionnel. Inutile de prendre la pilule si votre alimentation est bourrée de sucre. C'est vraiment dommage. Donc, essayons de travailler sur votre alimentation pour qu'on puisse, je ne dis pas résoudre 100%, mais moi, l'améliorer 80%, oui, ça, on peut le faire. Et j'ai eu des cas aussi où elle était disparue, cette résistance à l'insuline. Donc, on peut faire beaucoup si la personne le souhaite. On a parfois des syndromes des ovaires polykystiques qui sont plus liés à un état inflammatoire et donc c'est là qu'on doit agir avec ce fameux régime anti-inflammatoire, etc. Il peut avoir des syndromes des ovaires polykystiques après l'arrêt de la pilule. Donc c'est des syndromes qui sont généralement de manière, disons, temporaire et puis l'état va se régulariser. Et puis souvent, ce que j'ai retrouvé aussi, c'était justement cette activation de l'axe surrénal pour le même mécanisme dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que plus j'active mon axe surrénal, donc plus je produis de cortisol, moins j'ai de matériel pour produire mes hormones féminines, d'où ça peut arriver ce qu'on appelle l'hyperandrogénisme, c'est-à-dire un excès d'hormones mâles, disons comme ça, dans la femme, qui peut donner justement tous les symptômes qui sont liés à ce syndrome, donc l'acné, la pilosité et compagnie. Et puis, last but not the least, il y a toujours le microbiote qui est en question. Donc là, encore, il faut comprendre que parfois, au niveau du traitement, on cible les hormones. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que souvent, c'est pas le déséquilibre hormonal l'origine.
Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, les hormones, c'est toujours, si vous voulez, si tout va bien, les hormones vont bien. Mais quand les hormones ne vont pas bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Ah non, c'est pour ça que je vous ai mis l'iceberg. Oui. Parce que les hormones, c'est la pointe. Mais après, il faut voir qu'est-ce qu'il y a dessus, hein? Et c'est ce travail-là que je propose justement aux patients qui viennent me voir pour essayer d'aller décortiquer un peu plus qu'est-ce qui se passe, hein? Oui, alors que finalement, quand on propose juste des hormones, on va juste... même pas vraiment, on va juste s'attaquer à la problématique des hormones, voilà. Et puis pas à tout le reste. En plus, si on prive le corps de ces hormones naturelles, ça va avoir des conséquences. Tout à fait. Donc au final, on va juste court-circuiter le cercle, pour l'instant pas vertueux, au lieu d'essayer de le prendre et puis de le changer, quoi. Si vous avez vu aussi l'importance du foie et de l'intestin, mais quand on prend toutes sortes de médicaments, on va que empirer l'état de notre foie et de nos intestins. Donc ça veut dire qu'après 10 ans de traitement, si on veut aborder les choses de façon naturelle, ça va nous coûter beaucoup plus cher. Les efforts qu'on doit faire seront plus importants. Pourquoi? Parce qu'on a quand même déjà un passé où on a surchargé nos organes. C'est pas impossible, mais c'est juste qu'il faut entrer dans cette optique qu'on doit quand même, essayer d'avoir aussi cette légèreté au niveau de notre corps et pas trop avoir cette solution facile qui, après, sur le long terme, ça peut nous donner des problèmes. Oui. Ouais, c'est comme si j'ai l'impression qu'on s'est tellement déconnecté finalement de la qualité de notre nourriture qu'on n'arrive pas plus à croire que la nourriture, ça a vraiment un impact sur la santé. C'est presque le truc qui est trop simple, qui est un peu parce qu'on mange un peu n'importe comment. Mais en fait, finalement, quand on écoute tout ce que tu expliques, on voit que une alimentation bien amenée, c'est quelque chose c'est presque aussi précis que quand on donne un médicament. Donc on va, puis même des fois peut-être même plus précis. On va vraiment chercher les petits trucs et puis faire des petits ajustements. Ça sera pas nécessaire si on était toujours en lien avec la nature. Bien sûr. Donc, si on va dans ce détail-là, avec la balance et tout ça, c'est comme tu dis, on s'est tellement déconnecté de la nature, on s'est tellement déconnecté de la vraie nourriture qu'on doit maintenant faire des efforts et des raisonnements pour voir comment, etc., ramener le système à l'équilibre. Mais si on avait depuis toujours eu une alimentation saine, normale, je dirais, on n'aurait pas besoin d'aller si dans le détail comme on est en train de faire aujourd'hui. Mm-hmm. Mais c'est très juste ce que tu dis est très pertinent, c'est exactement ça. Et une dernière question en lien avec le cycle menstruel que du coup je vais te poser maintenant, comme ça on reste un peu là-dedans. Il y a de plus en plus de femmes qui arrêtent leur contraception hormonale. Oui. Alors bien sûr quand elles ont envie d'avoir un enfant, mais aussi parce que ça leur convient plus. Oui. Est-ce que tu as quelques petits conseils un peu de base sur comment l'alimentation peut aider à accompagner ce post-pilule? Tout à fait. Alors déjà, si on comprend justement un peu tout ce qu'on a dit par rapport au foie et aux intestins, ça doit être là, hein, notre focus et notre priorité. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement une femme? Alors, déjà réfléchir sur ses habitudes alimentaires, mais à 360 degrés. Donc, est-ce qu'il y a assez de légumes frais dans son modèle alimentaire? Est-ce qu'elle cuit correctement les aliments? Chose que c'est pas souvent le cas. Pourquoi? Parce que si vous prenez du poisson tel quel, c'est très bien. C'est anti-inflammatoire, riche en oméga 3, protéines de qualité. Mais qu'est-ce qui se passe si je commence à mettre une panure, le frire, mettre un peu de sauce dessous, etc.? Ça devient au contraire inflammatoire. Et ça demande aussi beaucoup plus de travail à notre foie pour justement digérer et tout. Donc, il faut aussi regarder pas seulement les aliments en soi, mais comment on les prépare. Avoir par exemple beaucoup de légumes de la famille des brassicacées ou crucifères, c'est-à-dire les choux. Parce que le chou aide aussi cette sorte de nettoyage au niveau de l'organisme. Tous les légumes amers. Les chicorées, par exemple. Bon, là, maintenant, par exemple, c'est la saison des asperges aussi. Ou bien, ici en Suisse, vous faites beaucoup aussi la salade avec les pissenlits, par exemple. Voilà. C'est tout des légumes qui stimulent, en fait, nos organes et puis dans le nettoyage de notre corps. Donc voilà, faut voir après cas par cas, mais ce que j'aurais envie de conseiller, c'est bien sûr d'augmenter la consommation des légumes, des crudités et des légumes amers pour justement stimuler un peu les organes à se nettoyer, et puis de ne pas oublier non plus les apports en protéines, sous forme de protéines maigres, mais poissons, viande de volaille par exemple, et puis justement au niveau de féculents et des glucides, de ne pas aller sur des produits à base de farine raffinée, mais plutôt de commencer aussi à consommer des céréales en graines,
de l'avoine, du riz complet, voilà, de l'épeautre pour ceux qui n'ont pas de problème avec le gluten. Sinon, vous avez le sarrasin, le millet, tous les légumineuses aussi, lentilles, pois chiches, petits pois et compagnie. Et puis de mettre justement de bons gras. Ça, c'est côté alimentaire, donc ramener quand même un équilibre et puis accompagner. Moi, ce que j'aime aussi, c'est donner des teintures mères dans ce cas-là, justement, qui peuvent être tout simplement, commençons avec du chardon-marie, du taraxacum, de l'artichaut radis noir, des choses qui peuvent aider les organes à se nettoyer. Oui, d'accord, je te remercie. Et peut-être aussi, vu que tu parlais de comment on prépare les aliments, c'est vrai que ça peut être aussi intéressant selon quand on consomme certaines céréales ou des lentilles ou ce genre de choses, de penser aussi à les faire tremper avant de les consommer, faire des préparations avec du levain qui va prédigérer le gluten. Tout à fait. Manger des légumes sous forme fermentée. Enfin, il y a beaucoup de... Maintenant, on trouve aussi beaucoup de contes, etc., qui donnent des recettes. Tout à fait. Puisque ça va permettre d'encore mieux assimiler les aliments et puis de diminuer les désagréments que peut avoir le gluten sur certaines personnes. S'il est déjà prédigéré, forcément, ça passera mieux. Exactement. Ah ouais, là, ça sera un sujet oui, ça sera un sujet mais non, mais c'est tout à fait correct. C'est-à-dire qu'il y a tout un art aussi qu'on a perdu dans la préparation de nos aliments. Pourquoi on l'a perdu? Parce qu'on a besoin du temps. Oui. Et maintenant, dans la société, tout le monde est pressé, on n'a pas le temps. Voilà, on part, on va au travail, puis on rentre, on est stressé, manger quelque chose vite, canapé, télé et sommeil pas trop de bonne qualité. Donc, si on arrive un peu à casser ce cercle, on va pouvoir récupérer aussi le temps pour cuisiner, que c'est très, très important, parce que justement, tout ce qui est lié à la préparation des aliments peut complètement changer la qualité de notre nourriture. Tout à fait. Merci. Et tu vas aussi aborder un tout petit peu ce sujet, surtout parce qu'il est revenu énormément de fois dans tes explications. Le microbiote. Alors, c'est quoi le lien entre le microbiote et puis la santé menstruelle? Il a bien sûr beaucoup d'autres liens avec beaucoup d'autres problématiques de santé tout court. Mais en fait, alors, je profite aussi pour vous dire que désormais, j'avais lu en fait cette étude très intéressante qui disait que c'est une évidence scientifique. Utiliser ce terme, une évidence scientifique, que toutes sortes de maladies commencent dans les intestins. Et donc, l'étude disait, c'est en priorité absolue d'aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de notre intestin, pas seulement pour soulager des symptômes au niveau local, ballonnement, diarrhée, douleur et compagnie, mais aussi pour empêcher plus tard le développement de toutes sortes de pathologies. Pas seulement pathologies au niveau intestinal, mais extra aussi digestif. Et donc, c'était très intéressant. Donc, pour venir à là, aussi la santé hormonale de la femme dépend de l'intestin, comme tout le reste. Et pour être très simple, on revient à cette histoire des estrogènes. Donc, on a dit qu'on a des estrogènes qui circulent. Et donc, c'est le foie qui est en charge de les éliminer. Pensez en fait au processus d'élimination de la part du foie comme quelqu'un qui met vos estrogènes en plus dans un paquet et puis le ferme et puis l'envoie, il dit bon c'est prêt, vous pouvez l'expulser, elle peut partir hors du corps. Or, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand il arrive dans l'intestin, on a certaines bactéries qui sont capables de produire une enzyme qui va ouvrir le paquet. L'enzyme, c'est un peu comme un ciseau. Donc, ils coupent le paquet, ils ouvrent, puis ils disent « Oh, tiens, il y a un estrogène. Qu'est-ce que je fais? Je le remets en circulation. » Et donc, ils le libèrent. Et ça fait que, en fait, votre taux d'estrogène reste en permanence élevé. Et ça, c'est aussi un mécanisme étudié par rapport à l'endométriose, dont on parlait tout à l'heure, où on a cet excès d'estrogène. Mais là encore, il faut comprendre que c'est une manifestation finale, cet excès d'estrogène. Donc, d'où ça vient? De nos bactéries au niveau intestinal, quand on est bien entendu dans un état souvent de dysbiose, donc d'un déséquilibre de notre flore intestinale, qui vont remettre ces estrogènes en circulation. Et c'est un cercle, en fait, continu qui va empêcher nos hormones de retrouver en fait un équilibre correct. J'ai mis aussi cette histoire de phytoestrogènes parce que parfois on a entendu parler qu'est-ce qu'on fait avec les légumineuses, le soja, etc. Effectivement, on a toute une catégorie d'aliments qui, si consommés en excès, peuvent altérer aussi ce mécanisme parce qu'ils vont apporter du matériel supplémentaire. Donc, mon conseil, c'est toujours d'y aller par petites quantités et puis à savoir que ne pas exagérer peut-être avec la consommation du soja en âge fertile. Ça peut être pertinent pour la femme en ménopause.
mais pas pour la femme en âge fertile. J'ai eu pas mal des patientes qui étaient sur un régime plutôt vegan. Une fois qu'on a enlevé le soja et puis on a fait une alimentation toujours en restant dans leur optique, en fait, d'avoir une alimentation 100% végétale, mais bien faite, parce qu'il y a une énorme différence, d'être vegan de manière correcte et puis être vegan avec des produits industriels. Nous, on a enlevé tous les sojas, etc. Mais son cycle, comme par magie, il a commencé plus ou moins à retourner. Après, parfois, je l'encourage à mettre des œufs de temps en temps. Oui. Mais voilà, tout ça pour dire que attention à tout ce qu'on appelle justement ces fameux phytoestrogènes qui sont un peu partout parce que ça peut perturber encore plus ce mécanisme. Mais tout ça pour dire qu'il y a un axe, en fait, entre l'intestin et les hormones. Et donc, c'est très important de soigner cette flore intestinale. Comment on la soigne? C'est surtout avec les fibres. Mais puis, je reviens en arrière, je ne peux pas dire à quelqu'un, par exemple, qui a un syndrome de l'intestin irritable, de manger beaucoup de fibres, parce que je lui fais mal. Donc, on revient aussi à toute cette histoire que je ne peux pas vous donner des solutions simples, parce que déjà, au départ, nous, on n'est pas simple. Et donc, il faut voir qu'est-ce que ça va être mieux pour la personne qui vient me voir, quelles sont les stratégies meilleures qu'on peut mettre en place pour rééquilibrer la flore intestinale. Mais c'est une étape fondamentale. Souvent, on la sous-estime, on dit « Non, mais moi, je vais bien, je n'ai pas de problème, tout va bien, etc. » Ça ne veut pas dire, si tout va bien, que votre flore intestinale va bien. Et ça sera l'analyse de vos habitudes alimentaires qui va me dire si votre flore intestinale elle est en santé ou pas. Ou parfois, de signes, comme par exemple la peau. Vous pouvez faire de l'eczéma, de l'urticaire, et puis vous ne faites pas forcément les liens avec votre intestin. Vous pouvez avoir des maux de tête, toute autre sorte de dépression, par exemple, à répétition. Vous ne faites pas forcément le lien avec votre intestin alors que ça existe. Très intéressant. C'est vraiment très c'est riche et complexe, mais... Désolée. Non, mais ça, vraiment, je pense que ça fait vraiment une bonne publicité pour la nutrition, pour montrer que c'est pas juste un truc comme ça, mais que ça peut vraiment. Après, tout ça est montré, c'est pas des choses que j'ai inventées moi. Je veux dire, donc, c'est important d'en parler parce que je vois que si on ne parle pas, c'est un peu comme si ça n'existe pas. Donc, c'est important de mettre en avant ça et puis de dire aux gens, mais expérimentez, testez. Laissez-vous accompagner si vous souhaitez améliorer votre état de santé et puis jugez-vous le résultat. C'est important. Parfois, j'ai dit, c'est pas moi qui vous le dis que ça va mieux, c'est vous que vous allez expérimenter et voir. Et puis, une fois que la personne voit les effets, il dit, non, mais moi, je ne reviens plus en arrière, je suis très bien comme ça. Oui. Et pour toi, la nutrition, elle va intervenir comment en parallèle on va dire d'un accompagnement plus médicalisé? Est-ce que c'est complémentaire? Ça rentre en conflit? Comment tu vois ça? Non, alors moi je dirais pas forcément en conflit, c'est-à-dire que j'ai souvent des patients qui sont sous traitement pour différentes problématiques de santé, donc on va essayer de faire au mieux avec le traitement qu'ils ont en place. En sachant que pour les problématiques par exemple du cycle féminin, si on n'est pas face à une pathologie sévère, grave ou des problématiques vraiment qui rendent la vie impossible, essayons d'abord la voie naturelle. Ne vous précipitez pas vers un traitement pharmacologique avant d'avoir essayé autre chose. Parce que peut-être la solution peut être simple. Regardons, je vous amène mon cas personnel. J'avais personne à l'époque qui m'avait parlé de ça, mais mes règles douloureuses, vu que j'ai pas de pathologie, j'ai pas d'endométriose, rien, j'aurais pu trouver ma solution simplement en améliorant mon modèle alimentaire. Et j'aurais gagné peut-être aussi sous d'autres aspects, pas seulement que sur ma santé menstruelle. Donc voilà, on peut accompagner, mais toujours avant de choisir en premier un médicament, tester d'autres voies. Parce que peut-être vous pouvez avoir la solution. Parce qu'il ne faut pas oublier que chaque médicament, c'est une substance étrangère pour notre corps. Et donc, on doit la métaboliser. C'est un peu ce qu'on appelle les xénobiotiques. Donc, on l'amène pour résoudre une chose, mais peut-être ça va aggraver autre chose. Surtout quand on la prend sur le long terme. Et c'est souvent, malheureusement, ce que je vois. Parfois, quand j'ai des gens qui ont 10, 15 médicaments, merci, à prendre, parfois c'est difficile d'inverser la route. Donc, essayez d'y réfléchir avant.
Oui, puis il y a toujours l'histoire de est-ce qu'on va juste supprimer les symptômes ou est-ce qu'on va vraiment essayer d'améliorer le terrain pour que ça ne revienne pas, pour que ça s'améliore durablement. Tout à fait. Après, ça c'est un point clé en fait, et ça revient aussi au choix personnel. Qu'est-ce qu'on veut nous pour notre santé? Mais c'est important de comprendre quand vous avez par exemple des maux de tête. Bien sûr que vous pouvez prendre un anti-inflammatoire, bien sûr que vous pouvez prendre l'aspirine, etc. Mais dans ce geste, vous allez juste supprimer la douleur. Vous n'allez pas guérir. Vous n'êtes pas en train de soigner quoi que ce soit. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est important effectivement de le dire. Que soigner, c'est une chose. Soigner la maladie, disons comme ça, c'est une chose. Mais soigner la santé, c'est autre chose. Oui. Il y a une différence. Oui, je pense que c'est pas toujours très clair cet aspect-là. Voilà. Quand on connaît pas, quand on n'est pas vraiment dans le milieu médical. Faut toujours. C'est vrai. Et puis peut-être c'est pas non plus trop bien expliqué, mais c'est vrai que c'est important à dire. Et justement, la nutrition, ça vous donne cette opportunité parce qu'on peut faire beaucoup. Et toi, tu utilises, c'est un peu une des dernières questions que j'aimerais te poser par rapport à ta pratique, puisque tu as aussi bien expliqué comment tu fais avec tes patientes, mais est-ce que tu utilises la nutrition uniquement sous la forme, on va dire, de la nourriture, ou est-ce que tu utilises aussi la forme des compléments alimentaires? Ah non, tout à fait. Les compléments alimentaires, parfois, sont même indispensables pour justement ramener à l'équilibre. On revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. On peut utiliser les compléments alimentaires et vu qu'on parle du cycle féminin, j'ai dit par exemple magnésium, zinc, vitamine B6, c'est les trois pour moi stars qu'on peut utiliser pour effectivement accompagner. Entre-temps que la personne change ses habitudes, elle trouve un nouvel équilibre, c'est en fait les trois micronutriments vraiment clés pour assurer un bon équilibre au niveau du cycle menstruel. Après, il faut voir toujours cas par cas. C'est pas avec ces trois qu'on va faire le miracle. Mais voilà, c'est très intéressant justement de voir qu'est-ce qu'on peut avoir à disposition, soit sous forme de phytonutriments, par exemple, mais effectivement de certains minéraux, certaines vitamines. Et parfois, je le conseille fortement. Surtout quand on a des cas justement du malnutrition qui était là pendant des années. On doit pouvoir rapporter parfois avec des doses un peu plus massives certains micronutriments pour aider l'organisme à se remettre en pli. Après, j'ai toujours cette optique flexible, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ce rééquilibrage, que ça va beaucoup vite justement avec les compléments alimentaires, si on donne ce soutien, une fois que ce rééquilibrage s'est fait, la personne, j'essaie d'accompagner la personne pour qu'elle puisse comprendre à quel moment prendre ces compléments. C'est-à-dire ça ne doit pas être toute la vie. Mais dans certains cas, dans certains moments du cycle, peut-être ça peut faire du bien d'avoir 3-4 jours de magnésium plutôt que 3-4 jours de zinc, etc. Donc ça rentre aussi dans une entretien régulière du cycle. Vous voyez? Si on n'arrive pas toujours à avoir une alimentation équilibrée, c'est tout à fait pertinente et parfois, je dirais même nécessaire. Mais après, on reste dans c'est pas simple, c'est compliqué. Donc évidemment qu'on ne va pas juste prendre 10 compléments alimentaires et puis garder la même hygiène de vie. Non, mon Dieu, ça non. Non, c'est clair. C'est pas simple. Non, c'est vrai. Non, tu fais bien de le dire parce que voilà, comme on n'a pas des aliments miracles, et vous voyez, c'est pour ça que même quand je suis invitée, on a parlé alimentation et cycle féminin, j'ai dit mais moi je viens pas avec des aliments parce que je veux que les gens comprennent qu'il y a un raisonnement derrière. C'est la globalité, c'est tout ce qu'on fait tous les jours dans le complexe qui fait la différence. C'est pas parce que vous mangez les grains d'élan en phase folliculaire que vous allez voir des estrogènes au top. Ou les grains de courge, parce que tu n'avais jamais entendu parler du seed cycling? Oui, c'est cette pratique qui consiste à adapter les graines qu'on mange au moment du cycle. Donc ça me fait un peu rire, dans le sens qu'on va passer le message que selon les graines qu'on consomme dans notre cycle, on peut avoir... Non. Je veux dire, ça peut être oui, mais dans le contexte d'une alimentation qui soutient l'équilibre hormonal de la femme. S'il n'y a pas ça, inutile de manger les grains d'élan si après on va McDo tous les soirs. Voilà. Oui, puis après de nouveau, si la personne elle a un système digestif un peu fragile et qu'elle mange des pains de graines toute la journée, je suis pas sûre que les ça va effets être vont une être bonne idée. super Exactement. Et la même chose pour les compléments alimentaires. Ils vont être vraiment d'une aide extraordinaire. Mais si à côté on fait les choses qu'il faut faire. Bien sûr. Inutile de prendre tout complément si on continue à avoir des aliments, par exemple, qui perturbent notre système digestif. Ça ne sert pas à grand-chose. Évidemment. Merci pour ce rappel important.
pour toi, est-ce que finalement la pratique de la nutrition, est-ce qu'elle a eu un impact? Enfin, tu disais que avec le temps, voilà, tu avais appris à mieux comprendre ton cycle et tu as pu éviter certaines problématiques. Est-ce que la nutrition, elle a eu un impact sur toi par rapport à ça? Et puis, est-ce que tu sens qu'au quotidien, quand tu parles cycle menstruel avec des femmes de ton entourage, est-ce que tu sens que ça change ta manière d'aborder ça, peut-être aussi avec des jeunes filles, que tu as un autre rapport finalement à ça? Tout à fait. Non, absolument. Disons que avoir étudié tous ces liens en fait entre nutrition et cycle féminin, ça m'a permis déjà de faire un travail sur moi-même qui est toujours en cours. Hein. D'ailleurs, c'est un apprentissage continu. Ça m'a permis aussi de me relier aussi à ma nature de femme. Parce que comme on a dit, on a cette tendance à vouloir vivre un peu comme des hommes et puis être toujours avec le pied sur l'accélérateur, alors que non, j'ai appris qu'il y a des rythmes et que c'est important de le respecter. Voilà, je sais que dans certaines phases, je peux ralentir et que c'est normal et que c'est juste. Je dois ralentir, mais c'est pas un problème parce que je sais que je vais rattraper quelques jours plus tard, hein, parce que je serai dans une nouvelle phase. Donc voilà, c'est aussi le fait de prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps et puis de ne pas être toujours en train de se juger, de se critiquer, de se dire « tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça ». Non, c'est normal. On a deux cycles, on a des hauts et des bas. Donc quand on est en bas, on reste bas et quand on a des hauts, on profite, on fait ce qu'il y a à faire. Mais donc c'était plutôt dans cette acceptation que ça peut pas être égal tout le temps, qu'il faut avoir ces rythmes. Et puis effectivement, au niveau de l'entourage, c'est clair que j'ai changé beaucoup ma sensibilité par rapport à ces thématiques et je vois qu'il y a un intérêt que par exemple à mon époque, moi je crois 42 ans maintenant, donc à mon époque, il n'y avait pas tout cet intérêt autour du cycle, alors qu'aujourd'hui je vois que les choses évoluent. Et donc, si je peux justement accompagner aussi des adolescents ou des jeunes femmes qui se posent justement des questions, des problèmes là-dessus, mais c'est avec un plaisir énorme. Hein. Ça, j'ai presque l'impression de rattraper ce que j'ai perdu moi en essayant de transmettre mes connaissances justement à ces jeunes filles. Et il n'y a rien de plus beau en fait. Donc oui. Oui. Du coup, tu as déjà répondu en partie à la question finale que j'aime bien poser, mais je te la pose quand même si tu as envie de compléter avec ce que tu viens de dire. Cette question, c'est qu'est-ce que ça signifie pour toi bien vivre sa cyclicité au quotidien? Est-ce que tu veux encore rajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens juste de dire ou... Alors, je pense que c'est déjà cette prise de conscience, cette histoire de vouloir rester en fait dans le rythme, mais si c'est un sort aussi d'acceptation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout contrôler. Donc, quand on regarde un peu le cycle féminin et son fonctionnement, on comprend qu'il y a une force qui nous habite, mais c'est pas une force à nous. C'est la force de la nature, hein. Et donc on doit aussi être heureuse d'avoir cette force à l'intérieur de nous et puis de ne pas aller contre, mais essayer de l'accompagner toujours. Et j'aimerais aussi dire une dernière chose, c'est que aujourd'hui, en fait, on a presque l'impression que la fertilité soit un problème. Donc, on prend la pilule, pourquoi, voilà, fertilité, etc. En réalité, fertilité, c'est un signe de santé. Oui. Donc, la fertilité, c'est pas une maladie. Qu'on doit, entre guillemets, soigner avec des médicaments, etc. Puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on lutte, entre guillemets, contre cette fertilité pendant tout notre âge fertile. Puis, le jour où on va avoir des enfants, on fait le contraire. On prend des médicaments pour être fertile. Parce que peut-être, entre-temps, les événements de la vie qu'on n'a pas eu l'occasion de voir parce que nous sommes en train de prendre la pilule. Dans notre corps aussi, il était, incapable de nous lancer des alertes, hein, parce qu'on était sous pilule. On réalise qu'après, voilà, c'est où cette fertilité? Qu'est-ce qui se passe? Et puis là, on rentre dans un cycle de médicaments pour être à nouveau fertile. Donc, je ne sais pas si je me suis bien expliquée, mais je pense que c'est un sort un peu de court-circuit que je vois aujourd'hui. Et donc, le fait d'avoir justement tout s'enterrer autour du cycle, c'est beau à voir. Hein, c'est beau. Oui, mais le cycle menstruel est même considéré maintenant comme le 5e signe vital. Ah, donc, ça a été décrété par un congrès de spécialistes, je ne sais plus où. Et tout de suite, ça donne une autre dimension au cycle. Si on se dit, OK, c'est le 5e signe vital, c'est un signe vital. OK, donc s'il va pas bien, c'est pas très bon signe. Exactement. Je trouve que c'est bien d'avoir cette conscience petit à petit qui s'installe. C'est une chance pour les femmes, hein, parce qu'encore une fois, chaque trouble du cycle que nous vivons,
c'est un signe qui nous dit ça va pas. Il faut qu'on commence à réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai vu quelque chose que voilà. Donc c'est important d'écouter, parce qu'encore une fois, l'équilibre hormonal, c'est un peu comme notre miroir. On a besoin de se voir en quelque chose pour pouvoir, réaliser s'il y a des choses qui doivent être changées ou pas, ou si tout va bien, tant mieux. Mais si c'est pas le cas, on a cette chance formidable que les hommes n'ont pas. Merci pour ces douces paroles. Je t'ai remercié beaucoup pendant cette présentation, mais j'ai vraiment trouvé mon Dieu, que... voilà. Je pense que chacun pourra y trouver son compte, mais en tout cas, vraiment, merci pour la qualité de ta présentation, de tes explications, et puis pour ton enthousiasme aussi, très communicatif. Merci. Et puis, je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup pour votre écoute, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci.